Opacité et transparence dans la perspective d'un sociologue, qui doit bien sûr commencer avec le mot le plus important de la sociologie, la société. La société actuelle valorise et glorifie et impose ainsi des régimes de transparence, c'est-à-dire nous vivons dans une société qui dicte ce que l'individu doit livrer de lui-même. Pour justifier ce constat, de manière illustrative, je pourrais nommer la multiplication des réseaux sociaux dont il me semble Emmanuel a parlé en introduction, et surtout l'importance croissante de l'image. Si vous connaissez les sites Instagram ou Snapchat, c'est même pas des sites, c'est des applications. Moi-même, je connais très peu ça. Comme l'a dit la sémiologue Pauline Escade-Gauquier dans son livre « Tout selfie », je cite, « Le selfie est le prolongement d'un courant culturel qui consiste à parler de soi à travers ses goûts et ses images. » Fin de la citation. Le selfie montre à quel point le régime de la transparence est intériorisé et quotidiennement mis en œuvre. La selfisation est devenue un réflexe. La société de la transparence est une société de l'image, et par rapport à ce point, l'autre jour quand j'étais dans le métro, il y a quelques années, vous avez eu des affiches où c'était écrit « Cet espace est vidéo surveillé ». Aujourd'hui, on parle de la vidéoprotection. Donc la transparence est présentée comme une mesure de protection et non comme une surveillance que vous pourriez par exemple trouver dans les écrits de Michel Foucault. La transparence est, comme le dit le philosophe Byung-Chul Han, la société positive. L'âge actuel est celui de la transparence. On pourrait penser au recueil des données personnelles innombrables par Facebook et par YouTube. Le profilage du consommateur, rendu possible par ces collègues de données, permet aux entreprises de proposer des offres sur mesure. Également pour notre bien, bien sûr. Cette transparence est là pour nous décharger de lourdes tâches de prendre une décision. Quel beurre faut-il acheter? Quelle musique faut-il écouter? Ou partons en vacances? La décision est grâce à l'analyse de nos données prédéfinies. La promesse d'une telle transparence, plus de temps pour des décisions qui sont vraiment importantes, sans dire quelles sont les décisions qui sont vraiment importantes. La transparence cherche à éliminer les trous blancs sur la carte géographique de l'être et donc l'élimination de ce qu'on pourrait appeler destin. Là où nos options sont claires, là où elles sont transparentes, là où j'ai toutes les informations à ma disposition, je suis capable de prendre une décision rationnelle, sans regret. Je suis en mesure de calculer le risque et, au mieux, l'éviter. On voit qu'il existe une multitude d'exemples qui justifient de parler de l'âge de la transparence, qui est donc dominé par l'image, par l'information, les données, et dont la promesse est la protection et la sûreté, l'élimination des aléas de la vie et le temps pour s'occuper des choses qui nous importent. Dans cette société, il devient impératif d'exposer les informations sur soi. C'est impératif de s'exposer. Tout lieu se transforme en lieu d'exposition. Ce qui fait les frontières entre le privé et le public et celles entre le virtuel et le réel deviennent floues ou liquides, comme le dit le sociologue, le plus grand sociologue du XXe siècle, Zygmunt Bauman. Je ne sais pas si Léo a parlé des sociologues, il ne me semble pas. Ouais, voilà, tu oses répondre. L'individu dans la société de la transparence est un auto-entrepreneur, contraint de se vendre sur le marché des apparences. La médecine esthétique qui nous a été présentée
n'est qu'un exemple parmi d'autres pour prouver la justesse de ce constat. On peut aussi penser à des sites comme LinkedIn ou Viadeo. On peut aussi penser à des sites de rencontres comme Mythique ou On va sortir. Cette exposition virtuelle ne se fait pas de manière spontanée. C'est une mise en scène, une construction qui est fortement normée par l'outil technique même. On pourrait poser la question si l'individu ne possède pas de la liberté de montrer ce qu'il veut montrer. Très souvent, c'est un peu l'argument qu'on entend. Mais moi, je mets sur ce site uniquement ce que je veux qu'on voit de moi. Donc, est-ce qu'il y a cette liberté de donner à voir ce qu'on souhaite? Par rapport aux plateformes de partage de photos et d'informations comme l'Instagram, Facebook, la sémiologue que j'ai citée tout à l'heure dit ceci, je cite, « Chaque photographe amateur poste des images sur sa vie selon un idéal esthétique qui est celui de l'imaginaire de la galerie, certes, mais standardisé. Les échanges selfies conduisent alors à des constructions identitaires qui, en fonction de la compétence technique des individus, seront plus ou moins normées, créatives et stratégiques, avec un avatar plus ou moins maîtrisé. » Fin de la citation. Donc se rendre accessible au regard des autres pour pouvoir regarder à son tour, cela nécessite de se plier à une certaine norme de l'apparence. Les commentaires, les likes donnent au sujet un feedback sur l'efficacité de sa mise en scène et surtout sur sa conformité aux normes de l'apparence. Ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est qu'il est impératif de participer à ce genre de site. Celui qui ne s'expose pas n'existe pas. La peur qui s'y exprime est la peur de ne plus être regardé, de devenir invisible. L'invisibilité semble être la plus grande menace de la société de la transparence. Mais c'est uniquement la demi-vérité. Celui qui ne se montre pas devient aussi suspect. On pourrait dire celui qui a les mains nettes, celui qui est en mesure de présenter par exemple un CV lisse et sans trou, il a tout intérêt de se faire découvrir par les autres pour augmenter sa valeur marchande. S'il ne se donne pas à voir, est-ce que ça veut dire qu'il a quelque chose à cacher? Cette dernière idée est peut-être un premier indice pourquoi on a choisi de parler de ce couple opacité-transparence. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et que selon les circonstances, les jeux d'ombre et de la lumière sont plus ou moins propices pour le lien social. Dans une société de transparence, l'opacité est aussi omniprésente. C'est même elle qui anime le projet de la transparence parce que ce projet est toujours inachevé. Étymologiquement, transparence et opacité proviennent tous les deux du champ lexical de la visibilité. Je commence avec la transparence dont l'origine se trouve dans le mot latin parens ou apparens, ce qu'on peut aussi trouver dans la langue française paraître et apparence. Le mot latin parens se trouve également dans les mots aperio et apertus, ce qui signifie s'ouvrir et au sens figuré, ce qui tombe dans l'œil. Pour faire le lien avec l'intervention de Louise sur le champ de la médecine esthétique, on pourrait avoir l'impression que celle-ci intervient de plus en plus afin d'augmenter l'échange, d'attirer l'œil de l'autre, d'être encore plus attirant pour l'œil de l'autre. Le succès commercial reflète simplement la contrainte sociale de se rendre visible, d'être transparent. Elle, donc la médecine esthétique, est un outil technique comme d'autres objets qui nous aident à nous embellir, à être mieux exposés, à augmenter notre valeur marchande dans une société misant sur l'apparence. De plus, la promesse qu'elle fait
et de nous rendre uniques et singuliers. Elle nous offre le corps que nous souhaitons. Je voudrais exprimer un petit doute par rapport à cela en faisant un petit détour philosophique. J'aimerais bien revenir à la signification du mot latin aperio, s'ouvrir. Ce mot, ou plutôt l'action d'ouvrir quelque chose, résonne pour moi avec ce que les philosophes Martin, Heidegger et Hans-Georg Gadamer revendiquaient par rapport à l'herméneutique et la compréhension. Donc la compréhension comme ouverture ou ouvrir le sens d'un texte. Les deux auteurs défendent l'idée que toute compréhension nécessite une précompréhension, c'est-à-dire une conception plus ou moins claire, transparente de l'être. Heidegger dit qu'implicitement, nous avons toujours déjà compris ce que nous rencontrons. Le monde, l'être là, nous est en quelque sorte toujours ou en partie familier et donc non opaque. Dans son œuvre Être et temps, il dit ceci, je cite, « L'explicitation de quelque chose en tant que ceci ou cela se fond donc essentiellement sur un acquis et une vue préalable et sur une anticipation. » Fin de la citation. Gadamer, lui aussi, parle de la structure du préalable de la compréhension. Nous sommes nés dans un monde qui a existé avant notre arrivée et pour s'y orienter, il faut le rendre transparent. Et comment on fait cela ? Selon Gadamer, ça se passe par l'acquisition des préjugés, des pré-opinions, des pré-esquisses. Et pourquoi je dis cela ? Il me semble que la promesse de la médecine esthétique, selon laquelle l'intervention technique produit une beauté unique et singulière, n'est qu'une tromperie. C'est ce que le mot « s'ouvrir » m'évoque. La beauté qu'on souhaite ne correspond La beauté qu'on souhaite ne correspond pas à un modèle de beauté qu'on se fait de son propre gré. Elle correspond à un préjugé. Cela veut dire que la médecine esthétique ne produit uniquement ce qui, a priori, tombe dans l'œil de l'autre. Elle est, pour ainsi dire, l'allié d'un maintien d'un certain standard socialement prédéfini. Concernant les plateformes, les réseaux sociaux, on pourrait faire le même constat. Ces lieux d'échange n'invitent pas à développer une identité unique. L'âge de la transparence n'est pas l'âge de la singularité. Certes, nous entendons qu'il faut se démarquer des autres pour avoir du succès, mais cela ne veut pas dire qu'on puisse se montrer comme on le souhaite. Il faut se servir des préalables de la compréhension, sinon le profil qu'on montre aux autres reste opaque et incompréhensible. De rompre avec les codes établis, si on veut avoir du succès, ça reste très difficile. La rupture peut se faire de manière subtile et intelligente, mais non radicale, ou sinon c'est très très difficile. L'âge de la transparence est donc aussi l'âge de la normalisation. La médecine esthétique doit donc, pour reprendre Heidegger, anticiper ce qui sera regardé. Et pour cela, il faut se soumettre aux codes établis. La médecine esthétique ne fait que reproduire les préjugés. C'est peut-être là le problème éthique qui s'articule avec leur transparence et le régime de la visibilité. Elle ne s'intéresse guère à l'invention, elle essaie au mieux d'éviter la spontanéité ainsi que le caractère momentané et imprévisible de l'existence. Quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit que la médecine esthétique se met aussi au service de l'opacité et l'invisibilisation. Tu as déjà parlé de ça un peu, je vais rapidement y revenir. La médecine esthétique, elle enlève, elle élimine ce qu'on peut nommer les anomalies, les becs de lièvre, les marques qu'on vit comme stigmatisantes, comme les grains de beauté trop grands, trop exposés, les verrues, les cicatrices. Ainsi,
l'objectif de la médecine esthétique devient justement d'empêcher l'œil d'être attiré. Est-ce qu'on pourrait donc dire qu'elle a comme objectif de opacifier? Elle nous libère du regard dérangeant des autres. Dans son étude sur le stigmate, le sociologue Erving Goffman avait démontré à quel point le porteur d'un stigmate développe des stratégies pour mieux se cacher, pour mieux cacher son stigmate, pour passer plus ou moins inaperçu, justement parce que l'attirance de l'œil, au sens large, est blessante. Là où Goffman parle des techniques de gestion d'une identité endommagée, il parle des stratégies d'individus. Ce sont les porteurs d'un stigmate qui développent les stratégies pour passer inaperçus. Aujourd'hui, cette tâche a été, en partie en tout cas, déléguée à la médecine esthétique qui cache ou qui enlève le stigmate de l'individu. Ainsi, la créativité de l'individu s'appauvrit et la différence disparaît au bénéfice d'une norme imposée. De plus, l'individu acquiert en quelque sorte une dette envers la médecine. Il serait donc insuffisant d'établir uniquement un parallèle entre la transparence et la normalisation, ce qui nous apprend l'exemple de la médecine esthétique est que l'effet de la normalisation peut être autant l'effet de la transparence que de l'opacité, du fait de rendre visible quelque chose que de cacher quelque chose. Cela m'amène donc à l'étymologie du mot opacité. Il y a le mot latin opertus, ce qui veut dire ce qui est caché, mais aussi le mot latin opacus, ce qui signifie ce qui est obscur. La symbolique n'est pas très séduisante, et si l'on pense à la notion de l'âge sombre, de Dark Ages, des historiens notamment anglophones, nous n'aurons pas de mal à voir dans l'opacité l'ennemi première des Lumières qui prône la transparence, et ceci en s'appuyant sur la rationalité ainsi que la promesse d'un monde opérationnel, calculable, contrôlable, car il sera rendu compréhensible et intelligible. C'est encore une fois Zygmunt Bauman qui écrivait que, je cite, « L'exigence de la modernité, et donc des Lumières, de rendre le monde transparent, intelligible et régulier a été avouée à l'échec dès le départ, car ce projet niait l'ambivalence constitutive du monde ainsi que l'aléatoire de notre existence, de notre société et de notre culture. » Fin de la citation. Faire de la lumière là où il n'y en a pas n'amène pas plus de visibilité, mais déplace uniquement le projecteur. On ne voit pas forcément mieux, mais on voit autre chose ou on voit autrement. L'étymologie de l'opacité permet de faire le pas vers le secret, vers ce qu'on ne veut pas montrer aux autres. Le secret joue un rôle important chez le sociologue Georg Simmel. En partant du secret, il développe une réflexion sur la confiance. Selon Simmel, le secret préserve une distance nécessaire entre les membres d'une société et ou entre les différents groupes sociétaux. Cette distance est protectrice pour le possesseur du secret. Et pour ceux qui ne détiennent pas de secret, cette distance présente un obstacle, une obscurité qui rend l'autre opaque. Mais cet obstacle ne peut qu'être franchi si l'on détruit la valeur de la personnalité individuelle du porteur du secret. Christian Papillou, dans un article qui va être publié dans le numéro 6 dont parlait Paulou tout à l'heure, de la Revue française d'éthique appliquée, développe l'idée de la réserve pour parler de la bonne distance,
celle qui accepte l'opacité de l'autre, qui n'essaye pas de dévoiler son secret. Le rapport réservé à l'autre est marqué par la négativité, c'est-à-dire qu'on n'est pas autorisé à connaître ce que l'on ne montre pas. Toute la difficulté et l'attirance concernant le rapport avec un porteur de secret se joue ici. Le secret retient l'élan vers l'autre, mais cela ne veut pas dire qu'on le rejette. Celui qui possède un secret obtient une position exceptionnelle, et cela justement par le fait d'être opaque. Il est parmi les autres sans être avec eux, parce qu'il n'est pas pleinement saisissable, parce qu'il n'est pas transparent. Le monde qui s'ouvre ainsi entre le porteur du secret et des autres est un monde des possibles qui forme l'arrière-plan des rapports concrets aux autres, un arrière-plan qui oriente sans déterminer, parce qu'il oblige à mettre en place des stratégies qui vont rendre possible l'action pratique. Une certaine discrétion d'être ensemble qui n'est donc pas intrusif, tout en laissant la porte ouverte. Cet arrière-plan est fondé sur la confiance, car ce qui est constitutif pour la confiance est, selon Simmel, l'acceptation d'une part d'ombre. La croyance dans un autre homme nécessite l'acceptation de son altérité. Et c'est ce point que je voudrais encore évoquer pour terminer, parce que la confiance est un aspect qu'on trouve quasiment partout là où on parle de la transparence. Je vais citer 3 exemples, et je commence avec le site internet de la base de données publique Transparence Santé. Donc, je cite, « La base de données publique Transparence Santé rend accessible l'ensemble des informations déclarées par les entreprises sur les liens d'intérêt qu'elles entretiennent avec les acteurs du secteur de la santé. Pilotée par le ministère des Solidarités et de la Santé, cette initiative de transparence vise à préserver la nécessaire relation de confiance avec les citoyens, les usagers et les multiples acteurs du système de santé. » Sur le site de l'Organisation de coopération et de développement économique, on peut lire une phrase semblable. Je cite, « L'amélioration de la transparence n'est pas uniquement fondamentale pour maintenir l'intégrité dans le secteur public, elle contribue également à une meilleure gouvernance. Pour une administration, plus une administration est transparente, moins les citoyens ont tendance à penser que le système est compromis. » Fin de la citation. Et encore une dernière de la Banque européenne d'investissement, je cite, « L'engagement de la transparence de la banque est ancré dans sa politique de la transparence. » Déjà, cette phrase, ça ne veut rien dire, mais bon. Cette dernière détermine la façon dont la banque communique et développe un dialogue constructif avec ses parties prenantes basé sur la confiance mutuelle. Fin de la citation. Donc, ce que ces citations évoquent est un lien quasiment logique entre transparence et confiance. L'hypothèse derrière ces citations est plus on sait d'une personne ou d'une organisation, plus on lui fait confiance. Étonnamment, Georg Simmel, il affirme exactement le contraire. Il propose 2 versions de la confiance. Il y a d'un côté la confiance qui se détermine par le rapport à la polarité savoir-non savoir. La confiance, donc, en tant que phénomène cognitif. Celui qui sait, dit Simmel, n'a pas besoin de faire confiance. Et celui qui ne sait rien ne peut raisonnablement même pas faire confiance. Si nous suivons cette définition, la société de la transparence réalisée serait une société dans laquelle le sentiment de confiance aurait arrêté d'exister. D'un autre côté, il y a donc un autre type de confiance qui n'est ni de l'ordre du savoir, ni du non-savoir. Simmel
pense à ce qu'on puisse nommer la croyance d'un homme dans un autre. Ce type de croyance relève de la catégorie de la croyance religieuse au sens large. Cette croyance religieuse est une catégorie fondamentale du comportement humain. La société d'une transparence totale serait donc une société sans croyance religieuse au sens large du terme, et donc une société qui serait privée de l'espoir. Et c'est peut-être pour cela qu'il faudrait réfléchir s'il ne serait pas adapté de faire l'éloge de l'opacité à l'âge de la transparence. Merci beaucoup.